Il y a l'omerta, il y a des consignes qui sont données, je n'exagère pas, silence dans les rangs, que personne ne bouge. Je suis en train de vous dire que lorsque nous parlons, nous nous retrouvons d'abord avec un chef du gouvernement qui n'hésite pas à utiliser la menace au sein même de la Chambre. Les Marocains garderont un gouvernement et un chef de gouvernement qui est frappé du sceau du conflit d'intérêts. C'est un gouvernement faible parce qu'il faut parler aux citoyens et il faut sortir les yeux, les gens qui se sucent sur le dos du Marocain. Je me retrouve avec un spot vidéo dans lequel on rit au nez des Marocains et on nous fait passer au sein de cette publicité des choses qui ne sont pas justes. Il ne faut pas croire qu'en passant les réalisations d'équipe nationale, les gens vont voter pour les René ou pour n'importe quel. Les Marocains sont très intelligents. Les Marocains, ils ne voient pas l'équipe nationale à la télévision. Les Marocains, nous voient l'équipe nationale au marché. Quand le Maroc a évité de se sacrifier, 1963, 1980, 1996, c'est le titre que tel quel a choisi de mettre à la une de son numéro, un numéro paru mi-mars en écho à l'appel adressé par le souverain aux Marocains de ne pas accomplir le rite du sacrifice cette année. Une conjoncture inquiétante, un pouvoir d'achat qui s'effondre et une majorité gouvernementale qui peine à redresser la situation. Qui est responsable de cette crise? Comment sortir de l'impasse? Et en fait, l'opposition a-t-elle voix au chapitre? Deux invités aujourd'hui, deux hommes politiques, pour en débattre dans Tel Quel Talk. Pour commencer, Driss El Azami Idrissi. Bonjour et bienvenue à vous. Merci à vous. Driss El Azami Idrissi, vous êtes ancien ministre du budget, vous l'avez été de 2012 à 2016, ancien maire de Fès et vous êtes actuellement membre du secrétariat général du Parti de la Justice et du Développement. Et en face de vous, Mohamed Nabil Ben Abdallah, vous êtes ancien ministre de l'Habitat 2012-2017. Vous vous souvenez très très bien, Mohamed Nabil Ben Abdallah, que vous avez cohabité au sein de la même majorité avec Monsieur El Azami. Vous êtes secrétaire général du PPS, Parti du Progrès et du Socialisme. Parti, Mohamed Nabil Ben Abdallah, que vous dirigez depuis pratiquement une quinzaine d'années. Oui, tout à fait. Bravo. Long parcours. Merci, oui, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Tel Quel Talk. Alors, une question, bien évidemment, en lien avec l'actualité. Messieurs, je viens de l'évoquer, fin février, le souverain a appelé les Marocains à s'abstenir d'accomplir le rite du sacrifice de l'Aïd cette année. Le souverain qui a rappelé bien, que le Maroc affronte actuellement des défis climatiques et économiques qui rendent l'accomplissement de ce rite difficile pour de larges franges de la population. Une réaction à cette décision, Mohamed Nabil Ben Abdallah, pour commencer. Est-ce que ce choix, cette décision, finalement, n'acte pas les échecs de tous les politiques de tous bords, qu'ils soient aujourd'hui dans la majorité, mais aussi dans l'opposition? Je ne pense pas que cela puisse acter l'échec de tous les politiques. Je pense que cela acte l'échec d'une politique. Et dans le cas d'espèce, je crois qu'il faut signaler l'audace de Sa Majesté de prendre une telle décision, car elle était attendue. Cela permet, j'allais dire, à notre cheptel de souffler et de se reconstituer. Et cela permet surtout à nos différentes couches, qu'elles soient populaires, voire même moyennes, de ne pas affronter les mêmes problèmes financiers majeurs que ceux qui ont été... que nous avons vécu l'année dernière, notamment avec des prix exorbitants de chaque mouton. Et nous avons vu cela avec du 5 000 dirhams, du 6 000 dirhams, du 7 000 dirhams, alors même que des importations ont été subventionnées et que ce gouvernement, tout en subventionnant ces importations, n'a absolument pu réglementer aucun marché en la matière. Il s'est finalement seulement contenté d'enrichir encore plus, dans le cadre, encore une fois, d'un conflit d'intérêts évident, d'enrichir encore plus 277 personnes qui ont été subventionnées et 18 gros spéculateurs qui se sont remplis les poches. On reviendra sur cette question de subvention dans le détail dans quelques instants, mais on va rester sur cette question grand angle, si vous le permettez. Driss El Azami Idrissi, cette décision royale, qu'en pensez-vous? Et est-ce que c'est une manière non seulement de sanctionner l'inaction de l'actuelle majorité gouvernementale, mais aussi, sans doute, peut-être, je vous pose la question, de sanctionner les politiques des 10, voire des 15 dernières années? Il ne faut pas mélanger les genres. Oui.
parce qu'il faut être responsable et nous sommes dans un État qui a une constitution qui fait un lien direct entre la responsabilité et la décision et de donner des comptes sur certains politiques. D'abord, c'est une décision très, très sage. Il faut s'en féliciter, qui tombe à point nommé, qui était très attendue et qui marque bien sûr, encore une fois, que nous sommes devant un gouvernement qui est aveugle, qui est sourd. Parce qu'il y a quelques semaines, le chef de gouvernement devant le Parlement nous disait qu'on allait accomplir ce rite-là, combien sacré et combien respecté. Nous avons, dès 2022, averti le gouvernement sur sa politique concernant l'agriculture et concernant le cheptel en particulier. Nous avons, dès qu'il a acté le fait de suspendre les droits de douane, d'exonérer contre la Constitution et contre la loi, par décision de ministres, de la TVA. La TVA et les impôts, c'est une question constitutionnelle et c'est une responsabilité du Parlement. On ne peut pas exonérer de la TVA. Et donc, nous avons dit que, vous allez dilapider de l'argent public. 2, il n'y aura aucun impact sur les citoyens et sur le pouvoir d'achat des citoyens. Et troisièmement, vous allez décimer le cheptel. Et c'est ce qui est arrivé. Ça fait 3 années que nous avons averti de ça. Bien sûr, le gouvernement ne s'en soucie pas parce qu'il a les ailes de sa majorité, d'un chef de gouvernement qui se considère qui est au-dessus de tout le monde. Et si le PJD était aujourd'hui au pouvoir, comment il agirait, tiens, le PJD, vous, en tant qu'ancien ministre du budget? D'abord, on ne suspendra pas les droits de douane et on n'exonérera pas de la TVA. Parce que, de par le monde, chaque fois que vous avez un produit qui est taxé, que ce soit par droit de douane ou à la TVA, et que vous exonérez, ce n'est pas le citoyen et ce n'est pas le consommateur qui en bénéficie. C'est toujours les fournisseurs. C'est un b.a.-ba de finances publiques et de gestion des finances publiques. Donc, on a donné des cadeaux et ce n'est pas 13 milliards parce qu'on parle de 13 milliards. Ce n'est pas 13 milliards de dirhams. 13 milliards de dirhams, il est acté au 22 octobre 2024. Aujourd'hui, on est en mars 2025 et il a triplé les quotas. Le gouvernement a triplé les quotas en 2025. On va dépasser largement 20 milliards de dirhams et voire plus. Donc, c'est de l'argent perdu, de l'argent public perdu, à un moment où nous avons besoin beaucoup de cet argent-là parce que nous avons des dépenses. Ce gouvernement-là, il a engagé des dépenses colossales et en contrepartie, qu'est-ce qu'on nous arrive? Nous avons un cheptel qui est mis à mal. Et bien sûr, la décision royale ne fait que... Il a donné, comme a dit Sénabil, il a donné du souffle au cheptel, mais il a surtout donné du souffle et de l'air aux Marocains. Parce qu'on suffoquait dans le cadre de la hausse des prix et d'une inflation qui est sans précédent et qui n'est pas une inflation importée. Voilà, c'est une inflation de ce gouvernement-là. C'est la question que je voulais vous poser à vous deux. C'est quoi votre diagnostic, tiens, de l'inflation que connaît le Maroc aujourd'hui, cette hausse de prix? Est-ce que c'est une inflation qui est importée, qui est domestique et comment la résorber? Alors écoutez... Mohamed Nabil Ben Abdallah. Bon, d'abord, dans le sillage de ce que vient de dire Cédric, et les arguments qu'il a avancés soulignent l'échec d'une politique, et d'une politique agricole en particulier. Mais également, pour ce qui s'agit de l'importation, pour essayer de combler tout ça, d'une politique commerciale, voire d'une politique fiscale, d'accorder un certain nombre d'exonérations sans impact réel sur la vie des citoyens. Et malheureusement, il faut le dire également, parce que nous avons eu à relever, lorsque j'ai parlé de conflit d'intérêts, nous avons eu à relever bizarrement que parmi ceux qui ont bénéficié de ces exonérations sans aucun impact sur la vie du citoyen, eh bien, il y avait un certain nombre de personnes qui se situaient dans la proximité du gouvernement, voire d'un des partis de ce gouvernement. Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour être complètement de bonne foi, Mohamed Nabil Ben Abdallah, remonter à plus loin, à 2014, avec cette fameuse loi de la liberté des prix qui a été votée, la fameuse loi 192. De toute manière, je vais y revenir. Avant d'évoquer la question des exonérations. Je vais revenir à cela. Donc, puisque vous me parlez d'inflation, restons sur l'inflation et nous reviendrons sur cette question de texte sur la liberté des prix qu'il s'agit d'ailleurs de revoir.
pour permettre notamment le plafonnement d'un certain nombre de prix. C'est prévu par l'article 4 de cette loi, mais cet article 4 n'a pas été utilisé par ce gouvernement, alors même, en liaison avec l'inflation, que nous avions une inflation à 2 chiffres qui court en particulier depuis 2021, 2022, 2023. Aujourd'hui, le gouvernement se targue d'avoir stabilisé cette inflation. Permettez-moi de faire juste une sorte de courbe avec ma main. Sidris connaît encore mieux ces questions-là que moi, mais l'inflation, c'est cela, au niveau des prix, avec 2 chiffres. Et puis, à partir de 2023, 2024 et maintenant, c'est une stabilisation, et avec quand même une augmentation autour de 2%, à ce niveau-là. Ce n'est pas une chute qui revient au niveau dans lequel on était. Donc, les prix sont restés ce qu'ils ont été, qu'il s'agisse des hydrocarbures, qu'il s'agisse des denrées alimentaires, mais qu'il s'agisse aussi de tout ce qui concerne la vie des citoyens, scolarité, santé, transport. Dans tous ces registres-là, il y a eu une augmentation qui a entraîné comme résultat direct le fait que 3,2 millions de personnes sont passées sous le seuil de pauvreté. Chiffre du HCP. Ce sont des chiffres que nous n'inventons pas. Chiffre du HCP. Donc, aujourd'hui, l'inflation est quelque chose qui a tué le pouvoir d'achat des Marocains, mais qui a également tué l'épargne des Marocains. Puisque selon toujours les chiffres du HCP, seuls 2,9% des ménages marocains sont encore en capacité d'épargner. Or, pas d'économie, pas d'investissement, pas de relance de l'économie sans épargne. Ce sont des règles élémentaires de l'économie. Mais on ne peut pas nier, messieurs, aujourd'hui, que beaucoup de gens, beaucoup de personnes, de spécialistes reconnus dans le domaine, impute justement la hausse des prix actuels à la hausse du coût de l'énergie, monsieur El-Azami, notamment les hydrocarbures, dont votre gouvernement précédent, j'entends, était responsable, puisque vous êtes à l'origine de la libéralisation des prix à la pompe. D'abord, la loi sur la liberté des prix ne date pas de 2014. Elle date de 2000. Et depuis 2000, on a libéralisé pas mal de produits. Elle a été réformée en 2014. Non, ce qui a été... C'est une décision en 2014. C'est une décision de libéraliser les prix des hydrocarbures. Et c'est une très bonne décision pour laquelle le gouvernement actuel nous remercie. Parce que s'il n'y avait pas cette décision-là, il n'y aurait pas de budget, ni de budget de la santé, ni du budget de l'éducation, ni c'est-à-dire de quoi payer les fonctionnaires. Donc c'est une décision de grande envergure qui a été prise par un gouvernement courageux et qui l'a expliqué aux Marocains. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, il faut oublier cette question-là de l'inflation importée. C'est des termes d'économistes qu'on utilise de manière technique sur le plan politique. Il n'y a pas d'inflation importée. Ce gouvernement, c'est un gouvernement inflationniste. Son discours, c'est un discours inflationniste. Il parle de manière inflationniste et lorsqu'il se tait de manière inflationniste. Je vais m'expliquer. C'est pas mal ça. Je vais m'expliquer. Lorsqu'un gouvernement vient vous dire qu'un prix d'un médicament, nous avons constaté, preuve à l'appui, que la marge est de 300% et qu'il n'agit pas, alors que les prix des médicaments, ce sont des prix réglementés. L'article 17 du Code de la pharmacie, il dit que c'est un prix réglementé. Ça veut dire quoi un prix réglementé? C'est le gouvernement qui le fixe. Tu viens me dire que les pharmaciens, les grossistes, font 300% de marge et tu n'agis pas. Ça, c'est le premier. Donc, c'est un discours de faiblesse. Ça veut dire quoi lorsque tu n'agis pas? Ou devant les 18 qu'a cité Sinabil, à qui tu as donné 13 milliards de dirhams jusqu'au 22 octobre, là on a dépassé largement les 20 milliards de dirhams, et vous ne faites rien. Ça veut dire quoi? Vous donnez des signaux de faiblesse. Vous êtes un gouvernement faible, incapable d'agir pour sauvegarder le pouvoir d'achat des Marocains et agir pour sauvegarder la vie des Marocains. Donc, qu'est-ce que font lorsque les chats ne sont pas là? Les souris chantent. Et donc, les grossistes, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils nous font payer le prix d'un gouvernement qui est faible.
un chef de gouvernement qui est incapable de parler, et lorsqu'il parlait, il booste l'inflation. Il booste l'inflation parce que... Et pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il est dans une situation de faiblesse par conflit d'intérêts. Parce que les Marocains voient que ce chef de gouvernement, le projet de dessin, il tire sur tout ce qui bouge. Les opportunités d'affaires, un chef de gouvernement qui tire sur tout ce qui bouge à son profit. Les 18 importateurs d'espèces ovines et bovines, ce sont des proches. Un chef de région, Abni Mellal, qui fait attendre les navires dans la mer en attendant que la décision passe le 18 octobre. On a des nouvelles d'ailleurs de l'enquête que plusieurs membres de l'opposition ont réclamé concernant précisément ces 21 milliards de dirhams de subventions. Le chef du gouvernement, il a dit à ses troupes de se taire parce qu'on est en flagrant délit. Les membres de l'opposition ont promis de solliciter la Cour des comptes. On en est où, Mohamed Nabil Benadla? Vous savez, les armes principales de l'opposition, et c'est fort heureusement qu'on les utilise, c'est d'abord de dénoncer, d'abord d'exprimer, d'avoir ce discours. Nous n'avons ni la minorité nécessaire et le nombre nécessaire au Parlement pour déclencher des commissions d'enquête ou des commissions d'investigation. Nous le recommandons, nous le demandons, nous écrivons pour ce faire, nous envoyons des textes officiels pour ce faire. Malheureusement, nous n'arrivons pas au nombre requis parce que, comme disait Sidris à l'instant, il y a l'omerta. Il y a des consignes qui sont données, je n'exagère pas, silence dans les rangs, que personne ne bouge. Même ceux qui sont scandalisés dans les rangs de la majorité par un certain nombre de questions sur les pratiquement 4 ans qui se sont passés depuis le début de ce gouvernement, eh bien, lorsque les instructions arrivent, plus personne ne bouge. Vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, Mohamed Nabil Benadla, que l'on bâillonne les voix de l'opposition au sein du Parlement? Je suis en train de vous dire qu'on essaye de nous bâillonner nous-mêmes. Je suis en train de vous dire que lorsque nous parlons, nous nous retrouvons d'abord avec un chef du gouvernement qui n'hésite pas à utiliser la menace au sein même de la Chambre. Rappelez-vous, ce chef de gouvernement est venu devant la Chambre pour leur dire d'abord que tout ce que vous dites rentre par cette oreille et sort par celle-là. Cela de la part d'un chef du gouvernement qui devrait respecter les institutions et le Parlement qui est le lieu même de la décision législative, mais également du débat, du contrôle du gouvernement et de l'interpellation de ce gouvernement. C'est vous dire tout le respect ou l'irrespect plutôt, que ce chef du gouvernement et ce gouvernement de manière générale ont à l'égard des institutions. Et donc aujourd'hui, nous essayons de faire ce que nous pouvons faire. Et nous réclamons, et le fait même qu'on soit ici et qu'on vous remercie de pouvoir nous accueillir pour qu'on puisse développer ce genre de discours, eh bien, nous avons fort heureusement de l'influence malgré ça, parce que aujourd'hui il y a une pression sur ce gouvernement pour essayer de corriger le tir. Mais la suffisance développée par ce gouvernement, l'incapacité d'écouter, le fait que nous ayons affaire à un gouvernement sourd, muet, comme le disait Sidris, eh bien, fait qu'ils continuent dans leur erreur. Ils continuent dans leur incompréhension. Ils continuent de dire que l'inflation est une inflation importée. 3 ans après la fin de cette crise internationale, après la fin du Covid, 3 ans après le déclenchement de la guerre avec l'Ukraine, l'économie mondiale repart quelque peu, d'accord ? Un certain nombre de pays ont contenu la crise pendant le Covid avec des mesures justement pour combattre l'inflation. Chez nous, rien n'a été fait. Qu'a fait ce gouvernement ? Quelques milliards, 8 à peu près, de soutien aux transporteurs et ces affaires de ces milliards de dirhams, pratiquement 20, comme disait Driss à l'instant, qui ont été donnés à ces importateurs et à ces spéculateurs sans que cela ait un impact réel sur la vie des gens. Voilà tout ce qu'a fait ce gouvernement, tout ce qu'on lui a proposé. Et je voudrais vous rappeler que pour notre part au PPS, nous avons adressé une lettre ouverte. Exact. Cette lettre ouverte a été confronté à un certain nombre, non pas de discussions pour essayer d'écarter les propositions que nous faisions, mais nous avons été soumis à l'insulte, à l'invective, à la calomnie et à des attaques personnelles. La deuxième lettre,
Ça a été la même chose, et je sais que pour ce qui concerne le PJD, des conférences de presse, des sorties médiatiques, des déclarations, etc., la même chose. Aucune capacité à discuter avec nous de mesures économiques, d'idées contre idées, propositions contre propositions. C'est ça la faiblesse de ce gouvernement. Pas de logique de concertation, pas de dialogue. Deïsla Azami, quelle est à vos yeux aujourd'hui la pire erreur de cette majorité gouvernementale? Si vous deviez en garder une en tête, ce qui va principalement entacher ce mandat. Ce gouvernement, son chef, gardera, et les Marocains garderont un gouvernement et un chef de gouvernement qui est frappé du sceau du conflit d'intérêts. Et ça fait un impact très négatif sur les affaires au Maroc. Ici, on est à Casa, les gens parlent, les gens ne sont pas contents parce que l'entreprise, ce n'est pas Africa. Pour aller droit au but, c'est pas à quoi. Les entreprises, on a des hommes et des femmes entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent participer dans la croissance, qui veulent participer pour la création d'emplois. Donc, il faut élargir l'assiette. Il ne faut pas que le chef de gouvernement se procure toutes les opportunités d'affaires au Maroc. Et les gens ne sont pas contents. Avec nous, ils étaient contents parce que nous, on ne fait pas d'affaires. On travaille pour le compte de la nation. Pour les citoyens, qu'ils soient un citoyen normal, un entrepreneur, un chef d'affaires, ça c'est notre préoccupation. Ça, c'est le premier niveau. Il y a un autre niveau qui est aujourd'hui, avec ce gouvernement, qui est très, très, très grave. C'est le mépris des citoyens. C'est un gouvernement qui méprise les citoyens. Parce que il y a une situation qui est très difficile au Maroc. Et les gens, lorsqu'ils vont au marché, ils voient ça. Aujourd'hui, avec Sinabil, tout à l'heure a cité l'enquête de conjoncture que publie le HCP. 97% de Marocains disent qu'il y a une hausse de prix qui est sans précédent. 97%. Mais ça, pardonnez-moi, ça reste un grand mystère pour moi. Pendant la crise sanitaire, pendant le Covid, on est parvenu, plutôt, on a réussi à préserver la stabilité des prix. On s'en souvient, le ministère de l'Intérieur a réussi à contenir la situation, notamment sur les marchés de gros. Pourquoi on n'utilise pas les mêmes méthodes aujourd'hui? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la question à poser à ce gouvernement, justement. Je vous disais tout à l'heure que c'est un gouvernement faible, parce qu'il faut parler aux citoyens, il faut leur expliquer la situation économique et sociale, et il faut sortir les yeux, les gens qui se sucent sur le dos du Marocain, les gens qui ont pris les 13 milliards de dirhams et sans aucun impact sur le prix des viandes, ça, ces gens-là, il faut les confronter. Le gouvernement a tous les atouts et a tous les moyens pour dire à ces gens-là, arrêtez. Et puis, dernier point, parce que il y a un problème, on dit que l'opposition, elle est faible. C'est une manière de commercialiser le gouvernement. Et de commercialiser le discours. Comment ça, de commercialiser? Voilà, je veux vous dire que les gens qui travaillent par proxy au profit de ce gouvernement, ils disent que l'opposition elle est faible et que l'opposition se fait dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. C'est l'opposition qui a mis au jour les 13 milliards de dirhams. C'est les partis, c'est les institutions. C'est à travers les institutions que nous avons sorti que 18 personnes ont bénéficié des 13 milliards de dirhams. Les réseaux sociaux ne peuvent pas faire ça. C'est les partis de l'opposition qui ont mis au jour le fait que les financements innovants, on est en train de vendre les bijoux de l'État pour les dépenser dans les dépenses courantes. Il y a cette aide de 13 milliards de dirhams. Vous venez de nous le dire, Deïsla Azami, que vous avez au départ encouragé, motivé, défendu, mais qui a été, on va dire, mal déboursé, mal déployé. Mais dans cette affaire de hausse des prix de produits de première nécessité, il y a aussi le gros sujet même, des intermédiaires qui s'octroient des marges exorbitantes, scandaleuses, qui font débat aujourd'hui dans l'opinion publique. Moi, ma question pour vous, concrètement, messieurs, c'est que ce gouvernement, vraisemblablement, ne parvient pas à enrayer le phénomène, mais ni ce gouvernement, ni ceux qui l'ont précédé, en fait. Non, écoutez,
D'abord, nous n'avons jamais eu une inflation à 2 chiffres comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, mais la situation des intermédiaires a préexisté à cette situation d'inflation. Les intermédiaires ont toujours existé. Les intermédiaires ont toujours existé dans l'économie nationale, d'accord, et en particulier dans un certain nombre de secteurs. Je voudrais, sans insister, revenir sur certains aspects sur lesquels que Cédric a abordé. Au départ de l'action, dans toute politique publique, il y a un gouvernement qui dispose de la force de la conviction et qui dispose réellement d'une attitude politique. Un gouvernement qui ne chantonne pas devant les gens. Nous sommes un gouvernement politique, alors que c'est les plus faibles des gouvernements politiques que nous avons eus probablement depuis l'indépendance à nos jours. Parce que tout simplement, ce n'est pas un gouvernement politique et il n'est pas fait majoritairement par des hommes et des femmes qui ont l'expérience politique nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de décisions nécessitent du courage, nécessitent d'aller devant la population et d'expliquer ces décisions et de dire clairement voilà pourquoi on prend cette décision. Ça, c'est le premier aspect par rapport à ce gouvernement. En deuxième lieu, il l'a dit également, ce gouvernement ne sert pas l'intérêt public. Ce gouvernement qui nous sert l'idée d'état social et que ceci est un slogan, un pur slogan, mais dans la réalité, les faits, les chiffres sont là pour démentir une quelconque avancée à ce niveau. Et dans les faits, ce gouvernement sert les intérêts d'un certain nombre de classes sociales et de milieux qui profitent soit de la crise, comme c'est le cas pour ce qui est du cheptel ou de l'importation, ou profitent de conflits d'intérêts et le chef du gouvernement est lui-même mêlé à ces conflits d'intérêts avec cette affaire de station de dessalement de Casablanca. C'est du jamais vu. Un gouvernement qui lance un appel d'offres et c'est le groupe du chef du gouvernement qui gagne cet appel d'offres. Vous savez, il y a 1 à 2 semaines, au Portugal, le Premier ministre a été interpellé au Parlement et il a été obligé de se présenter devant le Parlement. Il a subi une motion de censure tout simplement pour un soupçon que lui et son épouse sont mêlés à un conflit d'intérêts. Vous savez, et donc, c'est ce que ça devrait donner. Quand vous avez un gouvernement comme celui-là, qui est loin de réaliser les 10 promesses, les 10 grandes propositions qu'il a avancées dans son texte, qu'il s'agisse du 1 million d'emplois, on en est loin, on a perdu pratiquement 435 000 emplois. Ou qu'il s'agisse du chiffre de croissance à 4% minimum, on en est encore loin aujourd'hui, même si on prévoit pour cette année, voire pour l'année prochaine, peut-être de dépasser ces 4%. Mais depuis qu'ils sont là, on en est encore loin. Ce gouvernement qui a promis d'élargir la base de la classe moyenne avec 3,2 millions de personnes qui sont passées sous le seuil de pauvreté. Ce gouvernement qui nous a servi qu'il allait régler les problèmes de la santé et de la couverture sociale généralisée en nous disant qu'il avait généralisé cette couverture. Il ne veut pas, et ce ne sont pas nos chiffres à nous uniquement dans l'opposition, ce sont les chiffres du Conseil économique et social qui est venu confirmer que 8,5 millions de personnes sont en dehors de la couverture sociale généralisée aujourd'hui. Donc même sur ces questions sur lesquelles il faut le rappeler, qui a hérité d'une conjoncture extrêmement compliquée au lendemain d'une crise sanitaire et d'une crise inédite. Je voulais vous dire une chose, que c'est important. Il n'y a pas eu, nous sommes encore, et nous avons plus de responsabilités peut-être que nos amis du PJD. Pourquoi ? Parce que nous, au moins, on reconnaît une chose. Nous avons participé à des gouvernements depuis 1998. Nous sommes sortis de la participation gouvernementale depuis 2018. D'accord ? Mais il n'y a pas eu un gouvernement, un seul, depuis 1998 et avant. Encore plus probablement lorsqu'on était en période d'austérité, lorsqu'on était au bord de la crise cardiaque, comme l'a dit Feu Sa Majesté Hassan II. Il n'y a pas eu un seul gouvernement pendant cette période qui n'a pas souffert de la sécheresse et d'une conjoncture internationale difficile. Une crise sanitaire ? Un peu. Une crise comparable à la crise sanitaire ? Peut-être. Écoutez, la crise... La crise sanitaire a commencé avec le gouvernement de Atmani. Il a été élu en 2021, on était encore en plein milieu de la crise Covid. Je vais vous dire autre chose. La crise sanitaire comporte 2 aspects.
La crise du Covid comporte deux aspects. Un aspect dans lequel on était en plein dedans, avec des impacts sur la situation internationale, sur les échanges internationaux, sur le commerce, sur tout ce que vous voulez, sur la situation financière. Mais elle comporte aussi un autre aspect, l'aspect de la reprise au niveau international. Parce que quand il y a récession et quand nous nous retrouvons dans une situation comme celle-là, il y a également une reprise. Ce gouvernement n'a pris aucune mesure pour qu'il puisse s'inscrire un tant soit peu dans un début de reprise. Et les chiffres sont là, qu'il s'agisse du nombre d'entreprises qui mettent la clé sous le paillasson. 40 000 l'année dernière, une prévision de 19 000 cette année de fermeture d'entreprises. Qu'il s'agisse des chiffres de l'emploi, avec 435 000 emplois perdus. Qu'il s'agisse de la croissance économique. Qu'il s'agisse du financement même. On se demande aujourd'hui, et Cédric a apporté un début de réponse, on se demande aujourd'hui ces milliards qui sont lancés dans un certain nombre de projets et avancés souvent, et cela c'est nous qui le dénonçons. C'est les partis dans l'opposition qui dénoncent un certain nombre de choses, chiffres à l'appui, parce que nous sommes là, nos groupes parlementaires travaillent question par question, et nous suivons tout cela. C'est nous qui mettons le doigt sur un certain nombre de déficiences, de non-réalisation de plein de choses promises par ce gouvernement. Je voudrais prendre à titre d'exemple... Vous avez quand même oublié de mentionner un point plutôt enthousiasmant, c'est Banque El Maghreb qui vient d'abaisser le taux directeur. Banque El Maghreb, c'est Banque El Maghreb. C'est bien que... Banque El Maghreb, c'est Banque El Maghreb, je veux bien terminer ma phrase si vous le permettez. C'est pas le gouvernement. C'est bien que l'horizon commence à s'éclaircir, chouïa, monsieur Hazani. Chouïa, nous avons... Attendez. Ça, c'est pas encourageant la décision de Banque El Maghreb? Non, bien sûr, c'est encourageant. Très bien. D'ailleurs, Banque El Maghreb, le gouvernement n'est pas content de Banque El Maghreb. Absolument. N'est content de personne, et surtout des institutions constitutionnelles. Non, le problème avec le gouvernement, c'est pas une question de contexte. C'est pas une question de sécheresse ou de corona ou d'Ukraine. Non, ça, tous les gouvernements ont vécu ça. Et le gouvernement n'est pas là pour nous dire halat taqs. Il fait beau, il ne fait pas beau. Le gouvernement, il est là pour confronter les problèmes des Marocains et pour trouver des solutions. Et c'est pas nous qui avons présenté le 11 octobre 2021. C'est pas nous qui avons présenté un programme où il y a les 10 engagements. Bien sûr. Qui a forcé c'est Aziz Akhnouch pour venir dire que je vais créer 1 million d'emplois nets, s'il vous plaît. Moi, j'étais vraiment surpris. Pourquoi il a dit le net? Il pouvait dire 1 million d'emplois bruts. Il pouvait se taire. 1 million d'emplois. Il a écrit 1 million d'emplois nets. Où ils sont? 4% de croissance. Et figurez-vous bien qu'il s'est même engagé à augmenter le taux d'activité des femmes à 30% contre 20% actuellement. Est-ce que vous savez quel est le taux d'activité des femmes aujourd'hui? Il est à 18%. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui n'a pas le sens de ce qui est économique, de ce qui est politique. Parce que pour faire augmenter le taux d'activité des femmes à 30%, il faut créer, rien que pour les femmes, 300 000 opportunités d'emploi. D'où viennent ces économistes qui conseillent c'est Aziz Akhnouch? Donc, c'est pas nous qui avons pris ces engagements-là. Ils savaient très bien le contexte de Corona. Ils savaient très bien que le Maroc, c'est un pays qui vit avec la sécheresse. C'est une affaire structurelle, alhamdoulilah. Il doit montrer ce qu'il est capable de faire avec les pluies qui viennent de tomber. Donc, et de toute façon, le chef du gouvernement, chaque fois qu'il vient au Parlement, il commence par le contexte. Et tout de suite après, il parle de réalisation. Ce gouvernement, il a échoué. Il a échoué sur le plan moral par le conflit d'intérêts et il a échoué sur le plan technique. Parce que, je vais vous dire une chose, un gouvernement qui a réussi n'a pas besoin de faire appel aux réalisations de l'équipe nationale et de les glisser dans une publicité politique. Il n'a pas besoin de nous dire qu'on va gagner la Coupe du Monde en 2030. Vous n'êtes pas content d'ailleurs de ça, du tout. Bien sûr, tout le monde. C'est normal que je ne sois pas content. Je me retrouve avec un spot vidéo dans lequel on rit au nez des Marocains et on utilise, en dépit de la loi et contre la loi,
Je sais ce que c'est, cette loi, c'est moi qui l'ai faite passer. C'est la loi 7703. Et en dépit, et à l'encontre des cahiers de charges. Et on nous fait passer ça dans la discrétion et on a fini par découvrir effectivement l'utilisation frauduleuse de l'équipe nationale, de ses succès, des gloires que nous avons eues en arrivant en demi-finale, de ces perspectives de 2030 que nous espérons rayonnantes pour nous tous. Et on nous fait passer au sein de cette publicité des choses qui ne sont pas justes. Des choses qui ne sont pas justes. Le succès de Força. Est-ce que Força, c'est un succès? L'aide directe. Alors qu'il y a plein de monde qui se reste sur le c'est un succès. L'AMO avec 8,5 millions de personnes qui ne sont pas couvertes. Et on nous présente cela. Et ça, c'est interdit. D'ailleurs, je remarque, je ne sais pas si ça va durer, qu'après ce que nous avons pris comme initiative, les spots ne sont plus diffusés. Et il semble qu'il y ait eu prise de conscience qu'ils avaient encore une fois glissé. Alors, attendez, je rajouterai une chose, tout cela a été fait en plus avec de l'argent public. Ils ont financé, eux, en tant que gouvernement, une chaîne publique pour qu'elle produise et qu'elle diffuse ce spot. Tout cela est à l'encontre de la loi, éthiquement inacceptable, politiquement inacceptable. Pourquoi ce gouvernement, ou certains partis de ce gouvernement, dans le sillage de ce que disait Idriss, critiquent eux-mêmes l'échec d'un certain nombre de dispositions qui n'ont pas permis de faire chuter les prix? Ce sont des partis de la majorité actuelle qui reprennent aujourd'hui notre discours. Dans un communiqué officiel du PAM, il a demandé à supprimer la suspension des droits de douane et l'exonération de la TVA. Est-ce que avec ce gouvernement et avec ces partis, on peut faire un travail responsable? C'est-à-dire un ministre de ce gouvernement. Vous votez. D'abord, vous êtes d'accord sur des décrets qui passent au Conseil du gouvernement pour suspendre et exonérer de la TVA. Vous venez avec une loi de finances qui triple les quantités de cheptel à importer en suspension des droits de douane et en exonération de TVA. Et 3 mois après, vous venez un communiqué d'un parti qui s'est réuni, le secrétaire général, et avec un paragraphe complet, il faut éliminer ça. Allez-y. Il y a une loi de finances rectificative. Un ministre de ce gouvernement dans une émission... Vous le savez très bien, messieurs, ça veut dire que la campagne pour les futures législatives, dans 18 mois, en 2026, a déjà commencé. On revient à la hausse des prix. Il y a cette campagne, vous avez certainement suivi, messieurs, cette campagne, le hashtag Khliandk. C'est une campagne sur les réseaux sociaux qui appelle à boycotter les produits qui ont connu une hausse exponentielle de leur prix. J'ai envie de vous dire spontanément, messieurs, c'est comme un air de déjà-vu, hein, n'est-ce pas? Mohamed Nabil Ben Abdallah, est-ce que vous soutenez ce genre de campagne? Non, écoutez, je crois qu'il ne faut pas faire de mélange des genres. Là, on avait affaire, dans le cas d'espèce, à des entreprises marocaines qui étaient affectées par une campagne... Vous parlez évidemment de la campagne de boycott de 2018. De boycott de 2018. Bien. Dans le cas d'espèce, nous avons affaire à un ras-le-bol. Un ras-le-bol d'une population. Des gens qui souffrent. Des gens qui aujourd'hui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Des gens qui aujourd'hui ont du mal à payer le nécessaire quotidien pour l'alimentation, à affronter les besoins de la scolarité de leurs enfants, à éventuellement, lorsqu'ils ont des problèmes de santé, également affronter les problèmes de santé. Les grandes réussites de ce gouvernement, n'est-ce pas? Puisqu'il nous parle de réussite de la couverture sociale généralisée, c'est les Marocains, majoritairement aujourd'hui, sont obligés d'aller se soigner dans des cliniques privées. Les chiffres l'attestent. 95% de l'argent qui circule en matière de couverture sociale généralisée, pour ce qui est de la CNSS, va aux cliniques privées. 80% de ce même argent, pour ce qui est de la CNOPS, donc pour les fonctionnaires publics, va également aux cliniques privées. Quel est cet État social qui finance, au lieu de financer l'hôpital public, à travers cette couverture sociale généralisée, finance les cliniques qui sont en train d'essaimer un peu partout, à travers le Maroc, comme des champignons, voire comme des crèmeries. Alors, c'est pour cela que je vous dis, aujourd'hui, aucune mesure, tout ce qu'on a proposé, qu'il s'agisse d'utiliser des outils fiscaux ou des outils douaniers, ou qu'il s'agisse... Nous avons présenté au moins 4 propositions de loi. La première, c'est celle de créer une agence nationale de distribution des produits alimentaires qui permettrait de limiter l'impact de tous les transitaires, des prix, etc. Et des intermédiaires. Des intermédiaires, voilà.
Rien, aucune réponse, ça ne les intéresse pas. Vous savez pourquoi ça ne les intéresse pas? Parce que ils sont en lien avec ces mêmes milieux. Mais d'où le sujet, et c'est la question que je vous ai posée il y a quelques minutes déjà, Mohamed Nabil Ben Abdallah, où je vous ai dit, du temps où vous étiez conjointement en cohabitation au sein de la même majorité gouvernementale, pourquoi vous n'avez pas cherché à enrayer ce phénomène d'intermédiaire qui est extrêmement problématique? Je voudrais vous rappeler une chose. Sur tous les gouvernements qui se sont succédés, de 1998 en tout cas, à la fin du gouvernement Atmani, d'accord? Il n'y a jamais eu d'inflation à 2 chiffres. Donc la situation n'était pas aussi préoccupante. Et il y avait un contrôle. Et il y avait, comme le disait Driss, il y avait des gouvernements politiques qui avaient la capacité, comme on dit, tant que les indicateurs sont relativement au vert, qu'il existe un circuit frauduleux, ça ne dérange pas les responsables politiques que vous êtes. Nous n'avons pas dit. Non, attendez. Bien sûr, on agit. Et d'ailleurs, cette question-là, il y a un autre problème lié à ces hausses des prix. On n'a pas parlé des exportations et du boom des exportations de tomates, des exportations d'avocats, etc. Est-ce que vous savez que pendant les 4 premiers mois de cette année, les exportations de tomates, ils ont augmenté de 16% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Et donc, ce gouvernement, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est Aziz Akhnouch lorsqu'il était ministre de l'Agriculture. Et nous, en tant que parti qui était au gouvernement, on lui demandait une réforme de ce système d'intermédiaires et de marché de gros. Parce qu'il y a un problème sur les prix, etc. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on nous a répondu au Parlement? Je me rappelle très bien parce que j'étais parlementaire. Il nous a dit, moi je suis ministre de l'Agriculture. Les marchés de gros, c'est une attribution des communes. Et c'est vous qui êtes aujourd'hui aux communes. Maintenant, c'est lui qui est aux communes et c'est lui qui est région. Alors, qu'il nous montre ce qu'il est capable de faire. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, le problème majeur avec ce gouvernement-là, c'est, Nabil parlait de l'AMO. L'AMO, en principe, qui devrait, fin décembre 2022, bénéficier à tous les Marocains. On disait au gouvernement, au début 2023, que vous avez exclu 10 millions de Marocains. Il nous disait que vous avez mal calculé, c'est du cumul, etc. Ils nous rentraient avec des calculs techniques, etc. Le Conseil économique et social, il est venu et il nous a confirmé les chiffres de l'opposition. 8,5. Mais ce n'est pas que ça. Le problème du gouvernement, lorsqu'il a pris les gens du Ramed, il les a transférés à l'AMO. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour cela, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un gouvernement inflationniste. On payait 2 milliards de dirhams pour le Ramed. Il a décidé de donner 9,5 milliards de dirhams pour un chiffre moins de population à bénéficier au CNSS. Est-ce que vous savez ce qui est fait aujourd'hui avec ces 9,5 milliards de dirhams? Il bénéficiait, comme disait Sinabil, au secteur privé. Mais ce n'est pas le problème. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec le secteur privé. Mais est-ce que vous savez la facture, la différence entre la facture du secteur privé et la facture du secteur public? Le citoyen paye 5,6 fois plus cher. Plus cher. Est-ce que ça, ce n'est pas de l'inflation? C'est 560% d'inflation. Ce n'est pas que 10% d'inflation. Donc, c'est un gouvernement qui, par le fait qu'il n'étudie pas l'impact de ses décisions, c'est un gouvernement qui est hors sol. C'est un gouvernement, pas de capitaliste. C'est une oligarchie. Ce n'est pas des gens qui ont du capital, qui cherchent à faire de profit, ce qui est tout à fait normal pour quelqu'un qui a du capital. Et on a besoin de capitalistes qui font du profit. C'est un gouvernement rentier. Il vit par la rente. Bien sûr, lorsque je dis gouvernement, je m'adresse surtout au chef du gouvernement et au parti majoritaire au sein du gouvernement. Parce qu'il y a des ministres qui n'ont rien avec cette histoire-là. Oui. Donc, c'est un gouvernement qui, par ses décisions, alimente l'inflation. C'est ce gouvernement-là qui fait l'inflation. Parce lorsqu'on schématise, l'inflation par c'est ce gouvernement-là qui souffle dans l'inflation. Et s'il ne révise pas ces politiques-là, on aura toujours de l'inflation. Ce n'est pas de l'inflation importée, c'est de l'inflation de par les politiques de ce gouvernement-là, des politiques qui servent les conflits d'intérêts. Et à Driss, les amis. Je vais vous dire une chose.
que ce gouvernement arrête de faire toute action. Un pilotage automatique, qu'il arrête. Qu'est-ce que vous nous dites, Driss Lazemi, aujourd'hui? Vous appelez à des législatives anticipées? Pas de législatives anticipées. Je vous appelle à ce gouvernement qui ne fait rien. Qu'il arrête de faire des décisions politiques, de politique économique ou de quoi que ce soit. Ça ira mieux. D'ailleurs, lorsque Sa Majesté a décidé et a demandé aux citoyens de ne pas sacrifier, les prix ont baissé. Donc, nous avons un gouvernement qui nous a fait perdre 13 milliards de dirhams au 22 octobre et on va dépasser les 20 milliards de dirhams dans l'année 2025. Et on a des prix qui continuent toujours à être des prix qui sont loin de toute capacité du citoyen. On a un cheptel qui est mis à mort. Il faut le dire, c'est la première fois que ça nous arrive. Il y a un cheptel qui est mis à mort. Et puis, on a d'un autre côté, on a des citoyens qui souffrent. Et donc, moi, je dis que si ce gouvernement arrête de décider, ça ira mieux. Alors, je voudrais peut-être rajouter une chose qui va dans le même sens. Parce que vous demandez est-ce qu'on a un gouvernement qui agit? Prenons la question centrale. Parce qu'à l'origine de tout, il y a les hydrocarbures. Pourquoi à l'origine de tout, il y a les hydrocarbures? Parce que c'est ce qui permet à cette économie de fonctionner et c'est ce qui permet aux transporteurs de transporter, et c'est ce qui permet justement d'avoir un impact sur les prix. Valeur aujourd'hui, on ne parle pas de ce rapport du Conseil de la concurrence, ce qui a établi qu'il fallait qu'il y ait une amende de 9 milliards de dirhams, laquelle amende est revenue et a été rabaissée à 1,8 milliard de dirhams par l'actuel Conseil de la concurrence, lequel Conseil de la concurrence a reconnu qu'il y avait des ententes illicites de la part d'un certain nombre de sociétés qui travaillent dans le domaine de l'hydrocarbure, dont celle du chef du gouvernement. Parlons juste de la situation d'aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, à l'import, à l'international, d'accord, le prix du baril est de $70. Ceci devrait donner chez nous un prix, avec tous les ajouts qui se font, la TIC, tout ce que vous voulez compter, de 9,76 pour ce qui est du gazole. Et de 11,1 dirhams pour ce qui est de l'essence. D'accord? Eh bien, les prix qui sont pratiqués aujourd'hui sont de 11 dirhams au lieu des 9,76 dont on parle, et ils sont de 13 dirhams au lieu de 11,1. Donc, si je suis votre raisonnement, il n'aurait jamais fallu, à la base, libéraliser les prix. Non, mais c'est parce que ça veut dire, la libéralisation ne veut pas dire le manque de contrôle. La libéralisation, c'est une chose. La libéralisation, encore une fois, Driss, je me fais humble par rapport à lui sur cette question. Il était ministre du budget, économie, ce sujet-là, mais je vais vous dire une chose. La libéralisation, c'est une mesure qui a été conditionnée même dans le pacte gouvernemental que nous avions pour que les citoyens qui souffrent ne se retrouvent pas handicapés par cette mesure de libéralisation. Il fallait qu'il y ait des mesures de soutien social et notamment la mise en œuvre du soutien de l'aide directe. Laquelle aide directe s'est retrouvée, et nous étions dans le même gouvernement, avec une opposition claire de celui-là même qui est chef du gouvernement aujourd'hui et qui a dit qu'il ne fallait pas faire ça, que ça allait ruiner les finances publiques et qui a refusé que cela se passe. L'économie de l'assistanat. Et c'était l'économie de l'assistanat et qu'il y avait un problème de ciblage. Alors maintenant, je reviens à cela aujourd'hui pour dire, mais pourquoi vous n'agissez pas sur ces questions-là? Pourquoi vous ne voulez pas contrôler ce secteur? Cela pourrait jouer également un rôle déterminant dans le contrôle des prix. Cela est recommandé par le Conseil de la concurrence lui-même, lequel, je vous le répète, a dit qu'à ce jour, il y a encore deux choses, entente illicite et des marges trop importantes. Ça figure dans le rapport du Conseil de la concurrence. Donc, si cela se fait, eh bien, ça agira à la baisse pour tous les autres produits. Automatiquement, il n'y a aucune volonté politique de le faire. Vous savez pourquoi? Conflit d'intérêts. On va parler des perspectives législatives 2026. Et une question pour vous, Driss Lazemi. Le PJD, votre parti a essuyé, on s'en souvient, une débâcle historique lors des législatives 2021. Votre parti est passé de 125 sièges à tout juste 13 au Parlement. Concernant cette débâcle-là, lorsque vous posez la question au ChatGPT, il vous dit que ça n'a jamais arrivé de Parlement. Qu'un parti politique
qui a 125 tombe à 13. Donc, il a essuyé tout le monde et il n'a jamais trouvé ce type. Donc ce n'est qu'au Maroc que ça se passe comme ça. C'est quoi votre sous-entendu, Driss El Azami? Non, je n'ai pas de sous-entendu. Il faut dire clairement. Comment ça se passe? Qu'a fait le PJD? Justement, c'était ma question pour vous, Driss El Azami. Est-ce que vous avez déjà digéré cette défaite? Non, alors cette défaite. Est-ce que vous l'avez comprise? Cette défaite, elle est déjà derrière nous. Le parti, aujourd'hui, se porte bien. Il fait son travail à l'opposition. Et là, ce gouvernement, il souffre de l'opposition du PJD et bien sûr de l'opposition des autres partis, PPS et autres. Il souffre parce que le PJD n'est pas un parti qui court derrière les résultats, c'est un parti de principe, c'est un parti qui fait son travail de parti. La Constitution vous donne la possibilité de s'opposer, et l'article 10 de la Constitution donne un régime particulier à l'opposition, et nous faisons notre travail. Nous cherchons toujours, nous sommes constructifs. Lorsque nous avons critiqué cette décision-là de la suspension concernant le cheptel, on l'a fait dans le sens de l'opposition. On a dit, messieurs, ne faites pas de l'économie marocaine une économie d'importation. Nous avons des agriculteurs qui savent travailler, qui savent produire. Allons-y vers les agriculteurs directement. Ne faites, parce que finalement, l'importation, c'est une chose qui est facile. Ce gouvernement, c'est un gouvernement d'importation. Nous avons, dans le cadre du Covid, parce que vous avez parlé tout à l'heure du Covid, nous avons augmenté les droits de douane de 20, puis de 30 à 30, puis à 40% sur un certain nombre de produits qui sont produits localement, pour encourager la production locale et pour encourager. Est-ce que vous savez ce qu'a fait ce gouvernement dès les premiers jours? Il a supprimé tout cela. Il a supprimé tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois des conflits d'intérêts, parce qu'il y a des marques qui sont importées et qui sont vendues. Et donc, pour les citoyens marocains, pour les entreprises marocaines qui produisent localement, sachant que le même gouvernement, dans le cadre de son programme, il s'est engagé à renforcer et à encourager le Made in Morocco pour créer 100 000 possibilités d'emploi et pour remplacer 34 milliards de dirhams d'importation par la production locale. Donc c'est un gouvernement qui a des engagements à l'Est et puis des décisions à l'Ouest. Ou bien le Nord et le Sud, vous prenez c'est-à-dire les directions. Alors le sujet concrètement des Azami, c'est qu'aux dernières législatives 2021, on a compté pas moins de 18 millions d'abstentionnistes. C'est un vrai problème. C'est un gros problème. En effet, vous avez raison, des Azami. Que faire? C'est quoi votre programme pour les convaincre, pour les futures échéances électorales? Il faut être clair et s'adresser à 3 niveaux. Le Maroc ne peut pas supporter une démocratie de façade. Et donc, l'État doit assumer sa responsabilité. Les autorités doivent assumer leurs responsabilités. Ils doivent être à l'écart du processus électoral et être à la même distance, de manière équidistante, de tous les partis politiques. Tous les partis sont des partis nationalistes. Tous les partis sont des partis qui, normalement, travaillent pour les citoyens et pour la nation. Donc, ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, ce sont les partis politiques. Les partis politiques doivent assumer leur rôle. Les partis politiques doivent présenter des programmes, doivent présenter des candidats. Des gens, vous souriez parce que lorsque je dis parti et candidat... Non, parce que vous dites tous les partis sont nationalistes, mais tous les partis se démarquent a priori et théoriquement par des logiciels idéologiques différents. Non, et vous le savez très bien. Mais bien sûr, il n'y a pas de parti sans idéologie. Lorsqu'il y a un parti politique, il a des principes et il défend. Et le troisième niveau, donc l'État, les partis, le troisième niveau, c'est le citoyen. Le citoyen doit assumer sa responsabilité. On ne peut pas demander à boycotter et on ne peut pas habiter dans les réseaux sociaux et oublier d'aller voter et d'aller exprimer sa voix pour une politique et contre une politique. Puisque vous avez parlé de 18 millions, il suffit que les 8 millions de ces 18 bougent pour qu'il n'y ait plus de Aziz Akhnouch ou de Irini au prochain gouvernement. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il va rempiler. Pour quelle raison et pour quel résultat et pour quelle réalisation. On parlait d'idéologie à l'instant, Mohamed Nabil Ben Abdallah. Le RNI que vous avez, pas vous personnellement, à titre personnel, mais
dont les opposants ont toujours taxé de parti administratif. Est-ce que vous le considérez encore comme tel aujourd'hui ? Écoutez, utilisons les propos d'aujourd'hui et restons dans les analyses qui sont au goût du jour. D'accord, de l'eau a coulé sous les ponts depuis qu'un certain nombre de partis ont été créés. Je vous rappelle que le RNI a été créé à la fin des années 70 et qu'il est passé par plein d'étapes, etc. Et qu'il a participé avec nous à plusieurs gouvernements. La version qu'on nous sert aujourd'hui du RNI, qui est une version qui, à mon sens, qui ne correspond pas à la réalité historique de ce parti, eh bien, cette version-là, qui préside aux destinées de ce gouvernement, doit cesser. Les Marocains en ont marre. Ils ne veulent plus de cette orientation. Ils ne veulent plus de cette orientation qui est vide politiquement, mais qui en fait sert des intérêts étroits d'un certain nombre de couches et d'un certain nombre d'oligarchies. Ils ne veulent plus d'un gouvernement qui, avec des slogans soi-disant de démocratie, la démocratie et la politique, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pris, depuis qu'ils sont là, aucune mesure à caractère démocratique ou à caractère politique. Ils fuient tout ce qui est politique et démocratique comme la peste. Ils disent, soi-disant, que c'est un gouvernement qui est efficace économiquement et qui comprend l'entreprise. Le monde de l'entreprise, y compris de la grande entreprise, se plaint de ce gouvernement et se plaint de la situation économique et de la faillite des entreprises et du chômage et de tous ces aspects liés à la croissance. Donc ce gouvernement géré tel qu'il est géré, oui, cela doit cesser et ce gouvernement doit changer. Et nous espérons que nous allons pouvoir en 2026 changer d'orientation, changer de cap, pouvoir adopter un cap qui corresponde plus à quelque chose qui est plus consensuel aujourd'hui dans le champ politique, à savoir ce qui a été préconisé notamment et qu'il faut actualiser au niveau du nouveau modèle de développement, qui peut constituer un cap pour notre pays, pour 2030, mais également pour 2035, tel que cela a été établi. Je vous rappelle une chose, ce gouvernement n'a parlé du nouveau modèle de développement qu'une seule fois, lorsque c'est Aziz Akhnouch a présenté son programme pour obtenir la confiance du Parlement. C'est la seule fois où il en a parlé, et plus jamais il n'est revenu à cela, parce que ce NMD prône un certain nombre de choses qui sont soit au-dessus des aspirations de ce gouvernement, soit à l'encontre de ses intérêts et des intérêts des couches qu'il défend. Donc c'est pour cela que nous devons changer. Pour changer, il faudrait donner une vie nouvelle à notre démocratie, pour donner une vie nouvelle à notre démocratie, pour faire en sorte que c'est ce qui s'exprime aujourd'hui dans les réseaux, ces campagnes de boycott, très bien, mais il faudrait aussi qu'elles s'expriment demain dans les urnes. Et à condition peut-être de parvenir à faire un front de gauche. Oui, d'accord, il faut qu'il y ait une participation. Il y a 18 millions de personnes, effectivement, qui s'abstiennent. Ces personnes doivent participer au vote. Rien qu'avec le vote, nous pouvons battre les Koufins, l'Akfouf, les millions de ceux-là qui disparus, qui est disposé, toutes ces politiques qui sont menées, la publicité mensongère. S'il y a une large participation, il peut y avoir une vague qui dépasse tout cela et qui nous réinstalle et dans un projet démocratique et dans un véritable projet de développement en faveur de notre pays et en faveur de notre peuple. Et ça, c'est un beau programme. On va devoir conclure, messieurs, mais je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser cette toute dernière question. On le sait très très bien, vos deux partis, le PJD et le PPS, ont cohabité durant 2 mandatures successives. D'ailleurs, une alliance qui avait été qualifiée de mariage paradoxal à l'époque. Et ça a marché. Ça Si, plus ou moins fonctionné. On va pas revenir sur le bilan de cette cohabitation. Entre nous, ça a fonctionné. Mais en tout cas, peut-être que pour d'autres, ça a fonctionné. En parlant de mariage, est-ce que vous allez renouveler vos vœux pour 2026 ? Oui, écoutez, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'il s'agit de privilégier l'intérêt national, nous travaillons sur la base de programmes. Nous travaillons sur la base d'orientation qui puisse, faire avancer notre démocratie et la rendre plus vivante. 2, obtenir la prospérité économique à différents niveaux. 3, régler les problèmes de justice sociale et de disparité entre régions et entre couches sociales. De manière plus détaillée, toutes les forces avec lesquelles nous pouvons aller dans ce sens. Et tout en reconnaissant qu'entre nous 2 partis, par exemple, à ce jour, il existe des divergences.
Sur la question de la moudouana, sur la question de la liberté des femmes, sur la question de l'égalité, sur d'autres... Il existe des divergences, mais il existe également, vous l'avez constaté, en matière économique, en matière sociale, un certain nombre de points de convergence. Alors, avec le PJD, mais également avec des forces de gauche, avec des forces qui peuvent être même dans le gouvernement actuel, mais sur la base d'un changement d'orientation, d'un véritable changement d'orientation dans lequel il y a une véritable volonté politique. Et s'il y a une participation populaire massive, nous pouvons faire autre chose que ce qui nous est servi aujourd'hui. Le mot de la fin, ça sera pour vous, Azami. Vous allez faire campagne ensemble pour 2026. Je ne suis pas sûr que ça plaise à tous vos électeurs et vos adhérents, en tout cas. D'abord, qui a dit qu'on allait faire campagne ensemble? Je vous pose, c'est une question. Non, j'étais pas factuelle. Vous devez la poser aussi. Si, je vous posais une question. Chacun fera sa campagne de son côté. Chacun fera sa campagne de son côté. Qu'est-ce qui se passera en 2026? Nous verrons ce qui va se passer en 2026. Très bien. Mais aujourd'hui, nous avons aussi une priorité. Nous n'avons pas que celle-là. Nous n'avons aussi, en tant que PPS, la priorité de travailler avec des forces de gauche, avec des forces du mouvement social, avec des forces du mouvement syndical, pour essayer de faire en sorte qu'une alternative de gauche, une alternative progressiste et démocratique puisse être majoritaire dans le pays. Et Driss Azami, qui va vous répondre. Alors, vous savez très bien que le système électoral marocain ne permet pas ce type de coalition avant les élections. Mais vous avez très bien constaté que moi et Sénabil, on se retrouve sur... il y a pas mal de points de convergence, en effet, oui. Bien sûr, il y a des divergences, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Maintenant, l'essentiel pour des partis politiques qui sont engagés, avec des militants engagés, l'essentiel pour nous, c'est que notre pays a besoin d'un sursaut démocratique. Il a besoin d'un souffle démocratique. Parce que ce gouvernement-là, non seulement il a atténué nos fondamentaux économiques, nous n'avons pas parlé de la dette. Ce gouvernement, c'est plus de 200 milliards de dettes en 3 ans. Ça n'a jamais été fait. C'est pas fini. Il y a ces problèmes-là. Le Maroc n'a pas besoin d'un gouvernement pour le mondial. C'est ce type de discours et de propagande ne marche pas. Le Maroc a besoin d'un gouvernement politique, responsable, capable de prendre des décisions, capable d'expliquer ses décisions et capable d'assumer ses décisions et surtout un gouvernement qui n'est pas teint du conflit d'intérêts. Driss Azami Idrissi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien ministre du Budget. Vous l'avez été entre 2012 et 2016. Vous êtes ancien maire de Fès et toujours membre du secrétariat général du Parti de la Justice et du Développement. Mohamed Nabil Ben Abdallah, ancien ministre de l'Habitat 2012-2017. Vous avez cohabité joyeusement ensemble, n'est-ce pas? Vous êtes secrétaire général du PPS, Parti du Progrès et du Socialisme, parti que vous dirigez depuis pratiquement une quinzaine d'années. D'ailleurs, on vous invitera aussi à ce sujet et précisément peut-être sur la question du renouvellement des élites politiques. Nous aurons l'occasion de vous dire que ce n'était pas si joyeux que cela, parce que nous avons souffert aussi. Ça ne veut pas dire qu'on a souffert entre nous, mais nous avons souffert. On avait suivi cela à l'époque. Nous avons payé le prix. Nous avons payé le prix de nos positions et de nos principes. Et vous donniez déjà à l'époque matière à débat. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Tel Quel Talk aujourd'hui. C'est la fin de ce numéro. Vous l'aurez compris. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Cet épisode est bien évidemment à retrouver sur les principales plateformes de téléchargement. N'oubliez pas de vous abonner sur la page officielle de Tel Quel sur YouTube et aussi, bien sûr, sur telquel.ma.